Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode. En CM1, CM2, 2,6% des élèves subissent une forme de harcèlement. Mais le harcèlement, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement le fait d'être battu, menacé ou bousculé. C'est aussi des paroles blessantes à répétition. Car on le sait bien, les mots peuvent faire aussi mal que les coups. Aujourd'hui, même si l'on en parle beaucoup plus qu'avant, il s'agit encore d'un sujet un peu tabou. Les personnes touchées sont bien souvent marquées pour la vie. C'est le cas de Christelle, qui après avoir tout enfoui pendant des années, est maintenant prête à témoigner. Je vous laisse découvrir son histoire. Eh bien, je m'appelle Christelle, je suis enseignante en CP et également maman de 3 jeunes filles, désormais de 14, 16 et bientôt 18 ans. Alors, mon histoire commence en classe de CM2. Donc, c'est une période, un âge qu'il faut bien garder en mémoire et garder sous vigilance parce que c'est le moment où les petites filles, certaines sont plus précoces que d'autres, et c'est l'étape du changement, de la transformation physique, physiologique, et déjà, là, si les petites filles n'y sont pas forcément préparées, ou pas, et puis on ne se transforme pas, moi j'appelle ça une transformation, une déformation du corps. Dès le CM2, certaines petites filles se transforment déjà, ont déjà leur corps qui évolue et qui se transforme. Et je faisais partie de ces petite fille qui déjà, c'est vraiment en CM2 que tout s'est déclenché. Pourquoi cette année-là ? Je viens de le dire. Et pourquoi moi ? Parce que déjà, et pourtant je me sentais bien dans mon corps, j'avais des copains, des copines, j'ai toujours fait du sport. À cet âge-là, je faisais encore du jazz. Et j'avais commencé tardivement le jazz, justement. Et en fait, tout est lié, c'est un package. Mais ma mère travaillait beaucoup, jour et nuit. Mon père, qui était ingénieur, se retrouvait régulièrement au chômage. Donc, ma mère ne faisait que travailler. On n'avait pas beaucoup de moyens. Et j'avais un frère aîné et j'héritais forcément des vêtements de mon frère. Donc déjà, au niveau de l'apparence physique, mais jusque-là, cela ne me dérangeait pas plus que ça. J'étais toujours vêtue plus ou moins comme un garçon, pas comme toutes les autres petites filles de mon école, bien pomponnées, bien habillées, avec des vêtements dernier cri, etc. J'avais de temps en temps des petites remarques par rapport à la façon de m'habiller, mais c'était pas encore comme après au collège, au lycée, c'était différent. Et ça n'avait pas encore d'impact sur moi parce que j'étais bien dans ma vie. Je m'épanouissais pleinement en faisant du jazz. J'étais tout le temps avec une copine, Manu, mon amie d'enfance et de maternelle, et on était tout le temps, on était un peu les garçons manqués parce que on faisait beaucoup de sport, on jouait au foot avec les garçons dans la cour, et ça a commencé en CM2 aussi pour ces raisons-là. Les filles, on les appelait un peu les Barbie. Bon, ce n'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'elles étaient toutes belles, blondes, bien habillées, très chic. Et puis,
Ben, elles ne comprenaient pas ce qu'on faisait toujours avec les garçons. Et quand il y avait un garçon qui leur plaisait et qui était notre groupe de copains, forcément, elles commençaient à devenir un petit peu envieuses. Et là, les réflexions commençaient à arriver. Voilà. Et les premières réflexions et remarques et moqueries ont été donc sur ma tenue vestimentaire et sur mon corps. J'étais J'étais ronde, mais je n'ai jamais été, en fait, comme mes copines, que bah, je ne les enviais pas forcément, mais c'est vrai qu'elles étaient, par rapport à moi, toutes euh, très maigres. Euh, je revois à la danse, mes copines se penchaient en avant et elles étaient ravies qu'on voit leurs os de la colonne vertébrale. Moi, quand je me penchais, on ne voyait pas mes os, hein, mais je suis charpentée. C'est vrai que j'ai une ossature très carrée, j'ai des os carrés, je suis costaud. Et comme je faisais beaucoup de sport, et j'ai hérité ça de ma maman aussi, hein, qu'on appelait la nageuse allemande. Moi aussi, on m'a appelée la nageuse allemande, parce que j'ai un grand dos, on est carré, charpenté, musclé. Voilà. C'est une force d'avoir des muscles. C'est bien aussi, ça tient bien les os. Et ça a commencé à me contrarier quand voilà, on part en classe de neige cette année-là, il faut prendre les mesures, le poids, la taille, etc. Et oh, mais combien tu pèses, toi oh, je sais pas, je dois faire 49 kilos. Oh, tout ça Bon, donc en fait, je ne comprenais pas encore trop. Voilà. En plus, voilà, j'étais bien parce que alors, voilà, je me suis fait traiter aussi d'intello énormément parce que j'étais une petite fille très respectueuse des règles. Je voulais absolument ben, que mes parents s'intéressent à moi. Mais justement, il y avait ça aussi, c'est que comme je fonctionnais bien, j'étais toujours euh, très scolaire. Première de la classe, on se battait avec mes copains pour être le premier de la classe, parce qu'à l'époque, il y avait un classement. Et puis, on savait que si on se retrouvait au fond de la classe à droite, c'était on était le premier de la classe. Enfin, et puis, voilà, c'était comme ça. Je me démarquais comme ça. Mes enseignants m'adoraient. Enfin, voilà, j'étais bien. J'avais mes copains, mon groupe de copains, de garçons. Ma copine Manu, qui était franche, droite. Il n'y avait pas d'hypocrisie, pas de mesquinerie. C'était pas par derrière. Les garçons, s'ils avaient un truc à nous dire, mais ils nous le disaient. J'aimais bien cette relation-là. Et cette année-là, j'ai eu aussi besoin de lunettes. Et alors là, ça a vraiment commencé. La petite grosse aux lunettes vertes, voilà, j'ai l'intello aux lunettes vertes. Bon, voilà, des remarques qui étaient déplaisantes. Je les enfouissais, mais ça n'avait pas encore de réel impact. Parce que je me disais, c'est de la jalousie, c'est de l'envie, c'est parce qu'on est avec les garçons, c'est parce que je suis la première de la classe. Voilà, je trouvais des raisons, mais je ne pensais pas que c'était parce que c'était moi en fait, c'était mon corps. Et puis j'ai voulu tout de même, il y a eu du rock, un club de rock qui s'est installé dans le village, donc j'ai voulu tenter le rock. Voilà, je ne pouvais pas faire les deux parce que j'aurais adoré faire les deux, le piano, le rock, le jazz, bon voilà, mais mes parents ne pouvaient pas, donc bon, j'ai pris le rock et on a commencé avec mon frère d'ailleurs et puis ma fameuse copine Manu, à faire du rock. Alors au départ c'est rock au sol et puis après on est passé au rock sauté et nous avons commencé en sixième les compétitions de rock. Et, et là ça fonctionne aussi. Voilà, je remporte des médailles et tout se passe bien. Mais l'année de sixième aussi, qui est une année charnière, je continue à voir mon corps se déformer pour moi, à subir toujours voilà, les réflexions de plus en plus régulières voilà, sur mon corps, mes rondeurs, mes formes, que les autres n'ont pas forcément encore. Bon, je vis mon année ainsi. Et en fait, c'est cet été-là
On fait un stage donc de rock sauté de nouveau au mois de début juillet et puis début août, mais il y a eu un mois de véritables vacances où j'ai évacué. Cet été-là, on fait un stage et la prof de rock fait venir. Bon, pour moi, c'était un homme. Hein, je veux dire, je devais avoir 12 ans et il devait avoir entre 25 et 30 ans, mais pour moi, c'était un homme. Pour faire des essais en rock acrobatique, pour passer aux acrobaties. Et la prof nous dit à toutes les filles, bon, bah, les filles, voilà, vous allez toutes vous asseoir sur le banc et je vais choisir celles qui commenceront à faire les acrobaties, celles qui peuvent faire les acrobaties avec le cavalier qui est ici. Il cherche une cavalière pour l'année prochaine pour passer aux acrobaties. Et dans ma tête de naïve, je me dis, étant donné que j'ai réussi toutes les compétitions et que j'ai ramené des médailles, forcément, ça va être moi. Et là, la prof de rock dit alors, toi oui, toi oui, toi oui, toi oui. Et au moment où elle arrive sur moi, elle saute, non, toi oui, toi oui, toi oui, toi oui. Et en fait, elle a choisi toutes les autres filles, sauf moi. Et je ne comprends pas. Je me dis, bon, elle a dû m'oublier ou alors elle me fait passer en dernier peut-être. J'attends encore. Il se passe 1 heure, puis je finis par me lever et puis aller voir la prof. Et puis je lui dis, mais pourquoi je reste sur le banc, moi? Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Pourquoi je ne peux pas aller faire l'essai? Elle me dit, mais parce que mais tu es trop lourd, tu es trop grosse, il va pas pouvoir te porter, tu te rends compte? Et là, je suis restée un peu comme 2 ronds de flanc, choquée. Et je crois que là, ça a été la première parole qui m'a vraiment percutée. Et j'ai pris mes affaires et je suis rentrée chez moi, en pleurs. L'été s'est passé et la magie a opéré parce que cet été-là, j'ai grandi. Mais j'ai beaucoup grandi. J'ai fait une poussée de croissance. Et lorsque je suis arrivée début septembre et que je me suis dit je vais quand même me réinscrire au rock, je suis arrivée au premier cours de rock et donc on s'est chauffé contre le mur, on faisait les pas sauter. Et la prof de rock est venue me voir et elle me dit « Waouh, Christelle, tu as maigri !» Et je l'ai regardée. Et alors, ce n'était pas négatif, mais je ne l'ai pas pris comme du positif. Et je lui ai répondu juste non, en fait, j'ai juste grandi. Et je sais que maintenant que j'ai grandi, dans ma tête, je vais regrossir parce que c'est ma nature. Et j'ai mon premier véritable petit copain dans l'été de la seconde à la première et qui ne me connaissait qu'habillée, encore une fois. Et on va à la plage. Première plage, il est avec son cousin qui a 30 ans, lui il en a 21, je n'en ai que 16. Et je me mets en maillot de bain. Et là derrière moi j'entends « Waouh !» Alors excusez-moi l'expression, mais je vais dire ce qu'il a dit à ce moment-là. Oh, mais t'es drôlement bien foutu en fait. T'es mieux en maillot de bain qu'habillé. Et ça fait écho avec ce que j'avais entendu quand j'étais plus jeune, quand j'étais en CM2. Je me dis, mais bon, alors je dois mal m'habiller déjà. Il y a un problème à ce niveau-là. Et comment se fait... Alors, mon corps, je l'ai effectivement beaucoup caché. Mais ça, c'est une autre période très douloureuse de ma vie. Et peut-être que inconsciemment, effectivement, ce corps, que déjà je n'ai pas apprécié à mon plus jeune âge, j'ai fini par effectivement le cacher, l'enrober, le protéger des regards et des réflexions. Donc oui, je mettais des vêtements larges, des t-shirts larges, et en même temps, j'avais toujours été habituée à ça, je mettais toujours des vêtements qui étaient beaucoup plus grands que moi, puisque mon frère était plus grand. Mais ça me cachait, ça me protégeait quelque part, c'était ma cuirasse. Au mois de novembre, je fais une péritonite appendiculaire. Donc, voilà, ça explose dans mon ventre. Je passe 11 jours à la clinique du Parc, à Montpellier. J'ai 3 semaines de convalescence à la maison. Et
déjà quand je sors de l'hôpital, ma mère me dit on dirait Dachau, comme tu as maigri, il faut vraiment que tu reprennes du poil de la bête. Parce que bon, ma mère avait eu très peur, elle a cru que j'allais y rester, parce que ça a été pris beaucoup trop tard, l'appendicite. Et même mon copain, mon petit copain de l'époque, me dit Waouh, mais ça te va bien, t'as minci, mais qu'est-ce que t'es mieux comme ça. Donc je me dis, et quand, au bout de ces 11 jours d'hôpital et les 3 semaines de convalescence à la maison, même un peu plus, parce que j'ai repris, je m'en souviendrai toujours, la dernière semaine avant les vacances de Noël. Il y avait le conseil de classe le lundi soir, donc j'ai repris le lundi matin. Le lundi soir, j'avais mon conseil de classe et j'étais déléguée des élèves, et la maman de ma copine était représentante et donc déléguée des parents d'élèves. Et toute la journée au lycée, on me regardait. Mais le regard avait changé. Et tout le monde me regardait. Waouh, t'es bien comme ça. T'as décollé, mais comme tu as décollé, mais comme t'es mieux, mais comme t'es bien comme ça. Oh là là, mais t'es jolie presque. Et là, je crois que là, effectivement, ça m'a percuté. Je me suis dit, alors, si pour ma mère qui trouve que je fais maigre et malade et qui s'est inquiétée pour ma vie, elle, c'est dramatique de me voir comme ça, mais pourquoi tout le reste du monde, les lycéens, les copains et même mon petit ami me disent « Waouh, comme ça te va mieux, comme t'es mieux comme ça, comme t'es jolie presque ». S'ils me disent ça, c'est que avant, il y avait vraiment un problème. C'est que j'étais vraiment grosse, il faut que je fasse attention. Et il faut que je fasse vraiment attention, il ne faut pas que je reprenne de poids. Donc comme je mangeais peu encore à l'époque, j'avais encore du mal à j'avais mal encore de mes cicatrices, et puis ça m'avait marqué aussi psychologiquement. Je pense que c'est là que j'ai pris conscience de mon corps, et c'est là que les troubles alimentaires ont commencé à s'installer. À partir de là, je n'ai plus eu qu'une seule obsession, c'est mon corps, mon alimentation, faire attention, pratiquer un sport qui ne gonfle pas les muscles, pratiquer un sport qui allonge, qui muscle en longueur, faire attention à tout ce que tu mets dans la bouche, parce que... et puis surtout, ne pas trop manger, faire attention à ne pas reprendre de poids. Et je pense que c'est ça, c'est à ce moment-là que véritablement j'ai pris conscience que mon âme, mon cœur, mon esprit était véhiculé par un corps qui visiblement répulsait ou dégoûtait tout le monde parce que je n'étais pas dans la norme, et qu'il fallait que je fasse attention à ça, à cette apparence physique, et que je fasse attention à mon corps. Voilà. Et en fait, ça a laissé des traces indélébiles, vraiment, des cicatrices très profondes, parce que une fois qu'on a pris conscience, qu'on a compris qu'on était, par rapport au regard des autres, difforme ou pas normal, ou pas dans la norme, donc grosse, et on a une vision, quand on en a pris conscience, ça percute, et du coup, on a une vision de nous dans le miroir qui est probablement déformée, parce que je ne me voyais pas forcément comme ça à l'époque, mais là, je me suis dit oui, effectivement, et je me suis regardée, et regardée. Et on me dit que je souffre de dysmorphisme, c'est que maintenant, à l'âge adulte, on me dit « tu ne te vois pas comme tu es ». Mais parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois toujours cette petite fille, cette jeune fille,
grosse, difforme et pas comme tout le monde. Ça a été jusqu'à l'anorexie. Oui, tout à fait. Mais même, c'est ce qui est dingue, c'est que même à cette époque-là, quand j'ai fait de l'anorexie, parce que alors, j'ai commencé par manger un petit peu moins, puis après par trier les aliments, tout ce qui contenait du gras, je le supprimais. Tout ce qui contenait du sucre, je supprimais. Ça a duré vraiment très longtemps. Même l'année où j'ai passé le concours, j'avais 24 ans. Bon, là, cette année-là, il y a autre chose qui a explosé et qui a engendré aussi de nouveau tout ça, mais et je faisais beaucoup de sport parce qu'on avait des épreuves sportives, la natation, l'endurance, on faisait beaucoup de sport. Hein. Mais donc je me disais, ton cerveau, pour passer le concours, pour les épreuves, il a besoin de carburant tout de même. Donc je gardais ça dans un petit coin de ma conscience. Tu fais beaucoup de sport, donc attention, il faut quand même que ton corps il garde un petit peu de muscle. Donc je me contentais voilà, d'une tranche de pain pleine de céréales bio, un yaourt, une compote. Matin, midi, soir. C'est ce que je mangeais dans toute cette période-là. Et puis petit à petit, une fois que j'ai eu passé le concours, que j'ai eu mon concours, je me suis dit, bah, tu n'en as plus besoin, tu peux supprimer. Mais même dans ces moments-là, quand je me regardais dans la glace, alors je voyais que finalement je mettais un pantalon et que c'était un petit peu plus large, mais ce que je voyais dans la glace, et même les années d'avant, hein, c'était toujours la petite grosse. Je me voyais toujours grosse, grasse, toujours. Et pourtant, je me rappelle de la veille de l'oral professionnel, je suis allée dans un magasin pour m'acheter un petit tailleur correct pour l'oral professionnel. J'essaye un 38 et la vendeuse me dit c'est pas votre taille ça madame. Ah vous pensez que je dois prendre du 40 ? Non madame, non, la taille du dessous. Donc j'essaye un 36. Je dis ça se ferme mais regardez c'est encore lâche. Puis elle me dit mais madame on fait pas le 34, il faut que vous alliez vous habiller au rayon enfant là. Et je souffle et je râle. Et je dis mais qu'est-ce qu'elle raconte elle, mais qu'est-ce qu'elle a dans les yeux, n'importe quoi. Donc je n'achète pas le petit tailleur et puis tant pis, je me dis bah, je mettrai mon jean Levi's et puis ça ira bien, et avec un petit chemisier ça fera l'affaire. Je ne me rendais pas compte. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante et dans le contrôle de tout. Je gérais tout, je contrôlais tout. Et quand je suis descendue, parce que bon, je travaillais chez KPMG à la Défense, au travail de ma tante cet été-là, avant de prendre ma première affectation à l'IUFM en tant que PE2, professeur des écoles deuxième année. Et voilà, je descends juste un week-end pour voir mes parents et puis mes copains d'enfance dans mon village, parce que j'étais sur Paris à cette époque-là. Et quand je suis descendue de l'avion, je revois la tête de mon père. Oh, il a fait une grimace et il a détourné le regard, il a détourné la tête. Et ma mère s'est mise à pleurer. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Je ne me voyais pas. En fait, je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas. Du tout. Véritablement. Puis ma mère, elle m'a répété. Mais on dirait que t'as chaud. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais rien, ça va, je vais bien, tout va bien. J'ai été dans le déni. Vraiment, oui, je sais. Ça semble ridicule. Mais longtemps. Et après, on m'a forcé à manger. On m'a forcé à me remettre à manger. Mon père m'a dit tu vas te débrouiller, tu vas aller voir un psy, tu vas te faire soigner, et puis c'est tout, puis on n'en parlera plus. Bon, très bien. Ben, je vais me débrouiller toute seule alors. Et je me suis débrouillée toute seule. Mais on m'a forcé à me réalimenter. J'avais ma tante qui me surveillait, mais quand on me forçait à manger, ben, j'allais me faire vomir. C'est triste, hein ? C'est moche, hein ? Et ça, j'en ai eu très peur pour mes filles. Après, ça s'est régularisé. Mais je me suis débrouillée toute seule.
J'ai essayé de me rééquilibrer toute seule, à être dans le contrôle, à comprendre que... parce qu'à force, oui, du fait qu'on me le dise, que je ne puisse plus me vêtir convenablement, c'est qu'il y avait quelque chose. J'avais beau me voir dans la glace comme une grosse, euh, quand je mettais mes vêtements d'avant, taille 38, et que j'étais obligée de mettre un lacet ou un cordon pour fermer, oui, je me rendais bien compte qu'il y avait... oui, j'avais maigri. Mais j'étais fière de moi. Et ça a été ça, mais pendant longtemps. Oui. Du lycée jusque très longtemps. Et je crois que ce qui m'a rééquilibrée et qui a fait que j'ai pu me sortir de tout ça, alors véritablement, ce sont les grossesses. Vraiment. Je n'avais qu'une hâte, c'était être enceinte pour avoir le droit de grossir. Là, j'avais le droit de prendre du poids parce que c'était pour une bonne cause, une bonne raison. Là, on ne me traiterait pas de grosse. Comme j'expliquais aux enfants, donc en tant qu'enseignante, voilà, je le travaille. Comme je le disais au tout début, je suis très vigilante, je fais très attention à ce que peuvent ressentir. Et puis alors là, mes 3 filles, forcément, les petites nénettes qui veulent bien s'habiller, dernier cri, comme les copines, etc. Je fais tout ce que je peux pour qu'elles puissent obtenir ce qu'elles veulent. Donc je ne vais pas regarder à la dépense pour qu'elles soient comme les copines, bien habillées, etc. Et je fais attention à la moindre réflexion ou remarque qu'elles peuvent me faire sur leur corps, leurs petits défauts. Et j'essaie toujours d'être très vigilante à ce niveau-là. Et en tant qu'enseignante, les CM2, je fais très attention dans la cour de récréation ou quand je les croise, ces anciennes élèves, à ce qu'elles peuvent ressentir, à m'assurer qu'il n'y ait pas un petit groupe d'enfants qui pourraient s'en prendre à l'une ou l'autre, et puis faire des réflexions, des remarques, des moqueries négatives par rapport à leur transformation corporelle. Et dès le CP, effectivement, chaque année, je travaille sur l'empathie, les remarques blessantes et les cicatrices et l'impact qu'elles peuvent laisser, mais sur le long terme, parce que ce sont véritablement des cicatrices indélébiles. Ça ne disparaît, je pense, jamais. On pense en être guéri, mais non, je pense que c'est moi, c'est peut-être parce que moi je suis peut-être une névrosée déséquilibrée que je ne suis pas totalement guérie, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a créé, oui, une hypervigilance. C'est et peut-être je surréagis parfois lorsqu'un enfant a une remarque ou une parole fort blessante, que je juge, ou même les camarades, fort blessante vis-à-vis d'un autre camarade, je, je réagis vivement parce que ça me transperce au plus profond de moi-même et je n'aime pas ça. Et quand on travaille avec, alors à l'école, c'est un rituel de chaque année en CP. Je prends une feuille A3 et je dessine un petit garçon que l'on appelle Willy. C'est le petit garçon, c'est un petit garçon, un petit copain qui est dans la cour. Alors il est virtuel, mais il est là, il est présent sur la feuille, une grande feuille A3. Et je dis aux enfants, voilà, on va avoir le droit, chacun d'entre vous va faire une remarque qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse, qu'il n'aimerait pas recevoir. Mais là, on a le droit. On a le droit de dire des gros mots à Willy, il est d'accord. On a le droit de lui faire des remarques blessantes, mais fort blessantes, hein, parce que vous avez au plus profond de vous-même, vous avez le droit d'être vraiment très méchant avec Willy. Puis on va voir ce qui se passe. Et je passe d'élève en élève, je leur présente Willy, ils font une remarque, et à chaque remarque, je froisse la feuille. Et au bout de 26 remarques, forcément, Willy il se retrouve en boule. Il ne ressemble plus qu'à une boule de papier. Et même moi, je me permets de lui dire
à Willy, oh, t'es gros, t'es moche, t'es mal habillé. Et là, voilà, il se retrouve comme une petite boule de papier. Puis je dis aux enfants, regardez Willy, comment il est? Ah ben il est tout en boule. Il est tout en boule. Il est tout froissé, tout chiffonné. On lui a fait beaucoup de mal. Alors ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire maintenant les enfants, c'est de lui demander pardon. Chacun d'entre vous va lui demander pardon. Et c'est moi qui vais commencer parce que c'est moi qui ai été la dernière à, je pense, planter le coup de grâce et à lui donner la dernière insulte, lui proférer la dernière insulte. Donc je vais commencer moi par m'excuser. Et alors je déplie au fur et à mesure. Pardon Willy, je suis vraiment désolée, je ne le pensais pas. Excuse-moi Willy, à ton tour. Pardon Willy, non, je ne le pensais pas. Et petit à petit, voilà, au bout du 27e, Willy n'est plus en boule. C'est une feuille de papier, il est toujours sur la feuille de papier. Et j'insiste, je mets la feuille sur la table et j'essaye de la défroisser. Oh, mais pardon, mais je suis vraiment désolée, pardon. Mais Willy, il reste froissé. Vous voyez, tous les petits plis de la feuille, les enfants. J'ai beau lui demander pardon, il reste froissé. Ça, ce sont des cicatrices qui resteront à vie, qui vont le marquer à vie. On va l'accrocher en classe et vous verrez qu'à la fin de l'année, même s'il est pendu, il est suspendu, comme le linge est tendu, il devrait pouvoir se défroisser. Vous verrez à la fin de l'année, il restera froissé. Il gardera ses cicatrices et ses traces indélébiles, à vie, pour toujours. Et parfois, c'est ça qui est chouette, c'est que les enfants, de temps en temps, quand on a un petit souci qui est intervenu dans la cour de récréation ou dans le couloir et que je demande une explication, pourquoi tu lui as dit ça? Est-ce que tu aimerais toi recevoir cette remarque? Non, tu n'aimerais pas. Bon, alors pourquoi? Bah oui, mais c'est sorti tout seul, j'étais en colère. Bon, et d'après toi, comment il se sent ton camarade? Est-ce que tu as pensé? Et puis, bah oui, comme Willy. Bah oui, comme Willy, tu vois, ça va rester longtemps. Et en dehors de ça, on mène des actions, chaque enseignant dans chaque classe mène plusieurs petites séances sur le harcèlement à proprement parler, ou voilà, les paroles blessantes, et on travaille sur l'empathie. On a le programme phare à l'école qui a été mis en place déjà, guidé par le ministère évidemment de l'Éducation nationale. C'est un plan de prévention contre le harcèlement scolaire. Donc dans ce cadre-là, également en tant qu'enseignant, de façon générale, on a tout un plan de prévention et d'action à mener qui permet de gérer au mieux ce genre de choses. Toute moquerie, toute parole blessante, même si c'est qu'une fois, fait du mal, être très à l'écoute et ouvrir déjà le débat en amont auprès de son enfant. Lui expliquer, attention, voilà, si tu rencontres telle ou telle situation, rester très ouvert, communiquer énormément avec ses enfants. La prévention, c'est à la maison, déjà, que ça se fait. Ne pas attendre qu'il se produise quoi que ce soit à l'école. C'est déjà en amont, à la maison, quand on a déjà communiqué avec ses enfants. Si on a été victime soi-même, justement, leur raconter, même si c'est douloureux ou qu'on n'a pas envie que nos enfants aient un regard différent sur nous, mais en parler beaucoup et faire une grosse différence, ça c'est crucial, entre le harcèlement. Le harcèlement, ça peut être verbal, physique, psychologique, mais c'est quelque chose qui est répété, et qui vient en général d'un même groupe ou d'un même individu. Faire une différence entre ce véritable harcèlement et des paroles blessantes ou des petits incidents qui peuvent arriver, des petites disputes, parce que il est très important de veiller au harcèlement et de le prévenir, mais il est tout aussi important de veiller
aux petites moqueries, aux petites disputes, aux petites paroles blessantes, parce que ça peut avoir un impact, même si c'est pas répétitif, même si c'est pas toujours la même personne, ça a également un impact énorme sur les enfants. Sans parler de harcèlement, c'est tout de même quelque chose qu'il faut guérir, soigner et sur lequel il faut intervenir tout de suite. Voilà, c'est tout. Je crois que ça y est. J'ai terminé. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceaumagique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébé. À très vite pour un prochain épisode.